Tout s'est brisé en 47 minutes. À Washington, ce matin-là, rien ne laissait présager une rupture. Une réunion de direction du Sénat républicain, programmée, fermée, presque routinière. Pourtant, ce qui s'est joué derrière la porte du bureau de Mitch McConnell n'était ni banal ni politique au sens classique. Quand ces sénateurs sont ressortis, le centre de gravité du pouvoir venait de se déplacer. Et ce déplacement vous concerne directement parce qu'il touche à une question simple mais dangereuse. Qui décide vraiment quand l'autorité dérape? Voici la contradiction que personne n'ose formuler clairement. Donald Trump apparaît publiquement comme le chef incontesté du Parti républicain. Mais en privé, ce matin-là, ses propres dirigeants ont commencé à agir comme s'ils faisaient face à un homme devenu impossible à contenir. Pas controversé, pas imprévisible, ingouvernable. Et quand ce mot commence à circuler au sommet, ce n'est jamais anodin. À 7h43 précise, 4 figures centrales du Sénat entrent dans le bureau de McConnell. Le silence est total. 47 minutes plus tard, ils ressortent. Aucun commentaire, aucun sourire. 2 heures après, Washington est en état d'alerte. Les journalistes sentent que quelque chose a lâché. Les téléphones crépitent. Et surtout, là où le soutien aurait dû être automatique, il n'y a plus rien. Ce n'est pas une querelle idéologique. Ce n'est pas un débat sur une loi. C'est la reconnaissance soudaine que la peur, celle qui a tenu le parti pendant des années, ne suffit plus. Qu'une limite a été franchie et que continuer comme avant comporte désormais un risque plus grand que la désobéissance. Ce récit ne repose pas sur des suppositions ni sur des impressions. Il repose sur des horaires précis, des phrases enregistrées, des décisions prises à huis clos. Mais il y a un élément central que presque personne n'a encore relié correctement. Parce que la vraie question n'est pas ce qui s'est passé ce matin-là. La vraie question est pourquoi tout a basculé maintenant. Et pour comprendre, il faut revenir à un appel passé en pleine nuit. Pour comprendre ce qui s'est vraiment joué ce matin-là, il faut résister à une tentation. Croire qu'il s'agit d'un simple désaccord politique. Ce n'est pas le cas. Ce que ces sénateurs affrontent n'est pas une proposition de loi, mais un schéma qui se répète depuis des années et qui vient soudain de devenir intenable. Voici le cœur de l'événement, mais seulement en partie. Dans la nuit de mercredi à 2h17 du matin, Donald Trump passe un appel direct au chef de la majorité au Sénat. L'exigence est immédiate. Un vote rapide sur ce qu'il appelle le Emergency Powers Expansion Act. Aucun débat prolongé, aucun délai et surtout un ultimatum clair. Si ce texte n'est pas adopté avant vendredi, il lancera des primaires contre chacun d'eux dans leurs propres États. Ce détail compte parce que ce n'est pas une menace abstraite, c'est une arme que Trump a déjà utilisée et tous les sénateurs présents le savent, mais l'appel n'est qu'une partie de l'histoire. Quelques heures plus tard, à 6h30, un enregistrement audio commence à circuler en privé parmi les dirigeants républicains. Une phrase prononcée hors caméra qui glace la pièce. « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » Ce ne sont pas des mots prononcés sous pression, ce sont des mots prononcés avec assurance. Et c'est là que le cadre change complètement, parce que ce qui est en jeu n'est plus une négociation tendue entre le président et le Congrès. C'est une remise en cause frontale du rôle même du Sénat. Une déclaration qui transforme un conflit politique en conflit institutionnel. Posez-vous cette question parce que c'est celle que se sont posées ces sénateurs. Que se passe-t-il quand un président ne voit plus le Congrès comme un contre-pouvoir, mais comme un obstacle à éliminer? Ce matin-là, dans le bureau de Mitch McConnell, ils n'analysaient pas une loi. Ils analysaient un précédent. Et ils comprenaient qu'en cédant une fois de plus, ils validaient quelque chose qui ne pourrait plus être repris. Mais voici ce qui rend ce moment différent de tous les autres. Pendant 8 ans, ce parti a fonctionné sur une logique simple. Obéir était moins dangereux que résister. Cette logique vient de se fissurer. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder comment cette peur a été construite, méthodiquement, exemple après exemple. C'est là que l'histoire commence vraiment à s'assombrir. La thèse est simple et elle est dérangeante. Pendant des années, Donald Trump n'a pas dirigé son parti par l'idéologie. Il l'a contrôlé par la peur. Et ce contrôle ne repose pas sur des discours publics, mais sur des exemples précis que chaque sénateur connaît par cœur. Premier exemple.
2020, Mitt Romney vote pour condamner Trump lors de la première procédure de destitution. La réaction est immédiate. Trump le qualifie publiquement de disgrâce totale. Le Parti républicain de l'Utah censure Romney. Il est isolé, politiquement affaibli. Le message est limpide et il ne s'adresse pas seulement à Romney. Il s'adresse à tous les autres. Défiez-moi et voilà ce qui vous attend. Deuxième exemple, 2021, Bill Cassidy vote à son tour pour condamner Trump lors de la deuxième destitution. Cette fois, la leçon est encore plus cruelle. Cassidy tente de réparer. Il s'humilie publiquement. Il vote avec Trump sur chaque dossier majeur. Il cherche à regagner une loyauté qui, en réalité, n'existe plus. Et dès qu'il cesse d'être utile, Trump soutient quand même un adversaire contre lui lors des primaires. La conclusion est brutale. La loyauté n'est pas une protection. C'est un simple sursis. Troisième exemple, 2023. Kevin McCarthy négocie un accord sur le plafond de la dette. Trump désapprouve en privé. Quelques semaines plus tard, McCarthy est évincé de la présidence de la Chambre. Aucun procès, aucun avertissement formel, juste une démonstration de force. Le message devient impossible à ignorer. Je peux détruire n'importe qui, à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. C'est ainsi que fonctionne le contrôle autoritaire en pratique. Il n'est pas nécessaire de punir tout le monde. Il suffit de faire des exemples. Une fois ces exemples établis, la peur fait le reste du travail. Pendant 8 ans, cette peur a été totale. Les sénateurs républicains ont vu des carrières s'effondrer. Ils ont vu des collègues disparaître politiquement. Et à chaque fois, ils ont fait le même calcul rationnel. Se soumettre coûte moins cher que résister. Mais voici le détail que beaucoup ont manqué. Et remarquez bien ce qui n'apparaît dans aucun de ces exemples. À aucun moment, la menace ne disparaît. Même l'obéissance totale n'offre aucune sécurité durable. Et c'est précisément là que quelque chose commence à se fissurer. Parce que quand la peur ne promet plus la survie, elle cesse d'être un outil de contrôle. Elle devient un piège. Et cette prise de conscience collective vient d'arriver. Alors regardez comment la situation bascule d'un cran supplémentaire. Ce qui change cette semaine, ce n'est pas le ton de Trump, c'est le contexte autour de lui. 3 facteurs convergent presque en même temps et ensemble, ils rendent l'obéissance plus dangereuse que la rupture. C'est là que l'escalade commence. Premier facteur, le calcul électoral. Le calendrier ne pardonne pas. En 2024, 23 sièges républicains au Sénat sont en jeu, contre seulement 11 démocrates. Et selon les données internes évoquées par plusieurs sénateurs, l'association directe avec Trump est désormais un handicap. Dans des États clés comme le Montana, l'Ohio ou la Pennsylvanie, les candidats républicains chutent de 6 à 8 points lorsqu'ils sont explicitement liés à lui. Un sénateur résume la situation par une phrase qui circule dans les couloirs « Je peux défendre le conservatisme, je ne peux pas défendre le chaos ». Ce n'est plus idéologique, c'est mathématique. Deuxième facteur, beaucoup plus explosif, ce que certains appellent déjà le désastre du Groenland. Pour les alliés de l'OTAN, ce n'est pas une provocation rhétorique de plus, c'est un signal d'instabilité. Des membres du Sénat, notamment au sein de la Commission des Forces armées, sont furieux. Un amiral 4 étoiles à la retraite le dit sans détour. Ce n'est pas une stratégie, c'est de l'instabilité. Et quand un président menace une action militaire contre un territoire allié, il ne négocie plus. Il déstabilise l'ordre international. Troisième facteur, et peut-être le plus silencieux, les murs juridiques se rapprochent. Plusieurs affaires pénales avancent simultanément. La Cour suprême refuse des sursis d'urgence. Des dates de procès se précisent. Un avocat républicain de haut niveau confie en privé « Nous sommes en train de nommer quelqu'un qui pourrait être en détention fédérale d'ici novembre. » Ce n'est plus un risque théorique, c'est un scénario envisagé sérieusement. Pris séparément, chacun de ces éléments est gérable. Ensemble, ils changent tout, parce qu'ils transforment la loyauté en suicide politique. Défendre Trump n'est plus seulement inconfortable, cela devient une menace directe pour la survie électorale, institutionnelle et personnelle de ceux qui le suivent. Et c'est là que quelque chose d'anormal commence à se normaliser. L'idée qu'un président puisse exiger des pouvoirs d'urgence étendus, menacer ses propres sénateurs et remettre en cause l'autorité du Congrès sans réaction immédiate, jusqu'à ce que, soudain, l'addition arrive. Ce mercredi matin, dans le bureau de Mitch McConnell,
Il ne parle plus en hypothèse, il parle de lignes rouges. Et pour la première fois depuis des années, il se demande non pas comment survivre à Trump, mais comment survivre à son maintien. Et c'est à ce moment précis que la réunion prend une tournure irréversible. La preuve suivante est plus lourde, plus difficile à ignorer, parce qu'elle ne relève plus d'une analyse externe, mais de ce qui s'est dit mot pour mot dans une pièce fermée entre les hommes qui tiennent encore l'institution debout. Dans le bureau de Mitch McConnell, mercredi matin, il n'y a pas de débat au départ. McConnell lance simplement l'enregistrement. 3 minutes. La voix de Donald Trump remplit la pièce. « Je n'ai pas besoin du Sénat. Ces gens travaillent pour moi. » McConnell fait quelque chose de très précis ensuite. Il relance l'audio. Une seconde fois, personne ne parle. Selon une source présente, le silence est suffocant. Pas parce qu'ils découvrent cette attitude, mais parce qu'ils l'entendent, clairement formulée, sans filtre, sans ambiguïté. C'est là que la contradiction devient impossible à masquer. En public, Trump exige la loyauté du Sénat au nom du parti. En privé, il nie l'existence même du Sénat comme contre-pouvoir. Il ne demande plus un soutien. Il affirme une subordination. John Thune parle le premier, et ce qu'il dit marque une rupture nette. Nous ne pouvons pas défendre ça. Ni le Groenland, ni la demande de pouvoir d'urgence, ni les menaces de primaire contre nos propres membres. Nous ne pouvons pas aller à la télévision expliquer cela à des électeurs déjà épuisés. Ce n'est pas une phrase idéologique. C'est un aveu d'impossibilité. John Barrasso répond aussitôt et sa réaction révèle le dilemme central. Si nous nous opposons publiquement, il nous détruira un par un. Nous l'avons vu. Romney, Cassidy, Cheney, tous ceux qui se sont levés ont disparu politiquement. En quoi est-ce différent? Remarquez bien cette phrase. Il ne défend pas Trump, il craint la mécanique. C'est là que Mitch McConnell se penche en avant. Et ce qu'il dit change le cadre mental de toute la réunion. C'est différent parce qu'il va nous détruire de toute façon. La question n'est plus de savoir si nous survivons politiquement. La question est de savoir si nous tombons en le défendant ou en défendant l'institution. Puis il ajoute calmement, « Si nous ne traçons pas une ligne maintenant, il n'y aura bientôt plus d'institutions à défendre. » À cet instant précis, le rapport de force se retourne. La peur ne disparaît pas, mais elle change de camp. Ce n'est plus Trump qui fait peur. C'est ce qu'il est en train de faire, subir au Sénat. John Cornyn apporte alors la réalité électorale brute. Au Texas, je suis en baisse de 4 points. Chaque point perdu est lié au chaos associé à Trump. Mes électeurs ne veulent pas expliquer pourquoi le président menace d'envahir le Groenland. Ils veulent de la stabilité. Ce n'est plus une théorie. Ce sont des chiffres. Et c'est ici que la perception du public bascule définitivement, parce que cette réunion n'est pas une crise émotionnelle. C'est une décision stratégique froide. Ce que McConnell propose ensuite n'est pas un geste symbolique. C'est une architecture de résistance. Et quand une résistance devient structurelle, elle devient beaucoup plus dangereuse pour celui qui est au sommet. Alors regardez comment tout s'accélère. Une fois la décision prise, le temps devient l'ennemi. Et dans ce type de crise, la vitesse révèle toujours qui contrôle encore la situation. À partir de ce moment-là, tout se déroule en cascade. À 9h15, Mitch McConnell décroche son téléphone. Pas pour sonder, pas pour tester. Il appelle directement 15 sénateurs républicains seniors. Le message est court, presque brutal. Nous avançons. Êtes-vous avec nous? Pas d'argumentaire, pas de négociation. 3 réponses positives arrivent immédiatement. Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski. Rien de surprenant, mais ce n'est pas là que la pièce bascule. 2 autres noms apparaissent. Lindsey Graham, Marco Rubio. Arrêtons-nous une seconde. Lindsey Graham n'est pas un sénateur parmi d'autres. C'est le défenseur le plus loyal de Trump, celui qui a justifié chaque controverse, chaque enquête, chaque inculpation. Il a encore joué au golf avec Trump le week-end précédent. Et pourtant, selon une source proche de lui, Graham lâche cette phrase lors d'un appel privé. « J'ai tout défendu, mais je ne défendrai pas une menace contre un territoire allié. Je ne défendrai pas la destruction de l'autorité du Sénat. Il y a une ligne, et il vient de la franchir. » C'est un séisme, parce que quand le protecteur le plus visible lâche prise, tout le monde comprend que quelque chose est cassé pour de bon. À 10h47, le texte est rédigé. 5 pages.
langage juridique, cadre constitutionnel. Et une phrase centrale qui change la nature du conflit, nous ne pouvons plus en conscience permettre des comportements qui menacent l'ordre constitutionnel et sapent les prérogatives institutionnelles du Sénat des États-Unis. Ce n'est pas une critique politique, c'est un acte d'accusation institutionnelle. Avant midi, 12 signatures sont acquises. À 11h30, Donald Trump est informé. Le message arrive par canal sécurisé. McConnell et 11 autres signent une lettre opposée au pouvoir d'urgence, publication aujourd'hui. La réponse de Trump, selon des messages ayant circulé ensuite, tient en un mot, en majuscule, traître. Et là, tout s'emballe. Trump appelle Graham. 2 minutes. « Tu es mort pour moi. » Réponse de Graham. « Alors, je suis mort. » Fin de l'appel. Trump appelle Rubio. « Je t'ai créé, je te détruirai. » Rubio répond « Tu es en train de te détruire toi-même. » Trump tente d'appeler McConnell. 3 fois. Aucune réponse. À 13h40, la fracture devient visible publiquement. Les républicains de la Chambre publient un soutien total au président. Les républicains du Sénat restent silencieux. Les journalistes repèrent immédiatement l'anomalie. À 14h, tous les grands médias parlent d'un refus du Sénat de soutenir la demande de pouvoir d'urgence. À 15h, la lettre fuite volontairement. Le Washington Post la reçoit. Politico confirme les signatures en quelques minutes. À 15h15, le texte est partout et le mot circule enfin ouvertement, révolte. Mais voici la question qui change tout. Que se passe-t-il si Trump ne recule pas? Parce que ce que le public ne voit pas encore, c'est que le Sénat a déjà anticipé cette possibilité. Et ce qui a été préparé en coulisses est bien plus grave que la lettre elle-même. À ce stade, l'histoire cesse d'être abstraite, parce que ce qui est en train de se jouer à Washington commence à produire des effets réels, concrets, mesurables. Et ces effets ne touchent pas seulement des sénateurs ou des institutions. Ils vous touchent, vous, directement. Imaginez-vous à leur place. Vous êtes électeur dans le Texas, en Caroline du Sud, en Pennsylvanie. Vous allumez la télévision. Vous entendez que le président menace d'envahir un territoire allié. Vous voyez des sénateurs qualifiés de traîtres par leur propre camp. Et pendant ce temps, rien n'avance. Pas les prix, pas la sécurité, pas la stabilité. Ce chaos n'est pas idéologique, il est quotidien. C'est exactement ce que John Cornyn a décrit dans cette réunion. Des électeurs qui ne demandent plus des promesses, mais un minimum de gouvernance. Des gens fatigués d'expliquer à leurs enfants pourquoi l'Amérique menace ses alliés. Fatigués d'expliquer à leurs entreprises pourquoi les marchés tremblent à chaque publication sur Truth Social. Fatigués de vivre dans une tension permanente qui ne produit rien. Et ce malaise ne s'arrête pas aux électeurs. Il descend dans les bureaux, dans les équipes, dans les couloirs du Sénat. Selon plusieurs confirmations internes, 42 collaborateurs républicains signent une lettre interne. Leur message est sans détour. Nous ne pouvons plus défendre l'indéfendable. Ils menacent que de démissionner si leur sénateur recule. Ce détail est capital, parce que ce sont eux qui rédigent les communiqués, eux qui répondent aux appels. Quand ils refusent, la machine s'arrête. Puis viennent les donateurs. 3 grands financeurs républicains publient une déclaration commune. Nous soutenons la gouvernance constitutionnelle et la stabilité institutionnelle. Traduction simple. L'argent suivra le Sénat, pas le chaos. Et dans la même journée, la Chambre de commerce des États-Unis enfonce le clou. La stabilité constitutionnelle est essentielle à la croissance économique et à la confiance des investisseurs. Ce n'est pas un avis, c'est un avertissement. Même à l'étranger, les répercussions sont immédiates. Le bureau du premier ministre britannique publie une déclaration exprimant son inquiétude. L'Allemagne suit, la France aussi. Puis, le secrétaire général de l'OTAN rappelle que l'article 5 est sacré et non négociable. Des alliés historiques viennent publiquement rappeler à l'ordre un président américain. C'est extrêmement rare et les sénateurs le lisent comme vous devriez le lire. Trump a créé une crise internationale réelle. À ce moment précis, la pression ne vient plus d'un seul côté. Elle vient des électeurs, des équipes, des donateurs, des marchés, des alliés. Ce n'est plus une attaque, c'est un encerclement. Et quand quelqu'un est acculé, il ne lui reste que 2 options, se retirer ou frapper plus fort. Si cette situation vous semble familière,
Dites-le dans les commentaires, parce que la décision que Trump prend ensuite révèle exactement quel choix il a fait. À ce stade, il faut prendre un pas de recul. Pas pour minimiser la crise, mais pour comprendre le mécanisme qui la rend possible. Parce que ce qui se déroule sous vos yeux n'est pas un accident. C'est le produit d'un système précis avec des incitations claires et des leviers bien connus. Le levier central, c'est le spectacle. Pendant des années, le pouvoir de Trump ne s'est pas exercé principalement par la loi, mais par l'attention. Chaque menace, chaque provocation, chaque message en lettres capitales créait une urgence artificielle. Les sénateurs réagissaient, les médias amplifiaient, les électeurs se divisaient et pendant que tout le monde regardait la tempête, l'autorité institutionnelle se dissolvait lentement. Ajoutez à cela l'incitation électorale. Tant que Trump mobilisait une base plus large que le reste du parti, s'opposer à lui coûtait plus cher que se taire. Le système récompensait la soumission. Pas parce qu'elle était populaire, mais parce qu'elle semblait rationnelle à court terme. Chacun espérait être l'exception. Aucun ne voulait être l'exemple suivant. Mais ce type de système a une faiblesse structurelle. Il dépend de l'isolement. Il fonctionne tant que les acteurs restent seuls, fragmentés, incapables de coordonner leurs réponses. Le moment où la coordination devient possible, tout bascule. La peur change de direction et le calcul individuel devient collectif. C'est exactement ce que McConnell a compris. Il ne s'agissait pas de dénoncer Trump. Il s'agissait de neutraliser son principal outil, la capacité de cibler un adversaire à la fois. Une lettre signée ensemble, une stratégie annoncée à l'avance, un front suffisamment large pour rendre la punition inefficace. Quand tout le monde avance en même temps, plus personne ne peut être sacrifié sans coup massif. Et c'est là l'insight inconfortable que peu de médias formulent clairement. Les institutions ne sont pas faibles par nature. Elles deviennent faibles quand ceux qui les composent choisissent de ne pas s'en servir. Pendant 8 ans, le Sénat avait les moyens de résister. Il a simplement choisi de ne pas le faire, jusqu'à ce que le prix de l'inaction dépasse celui de l'affrontement. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est donc pas une explosion émotionnelle. C'est un rééquilibrage tardif, calme en surface, profondément déstabilisant en dessous. Et maintenant que ce mécanisme est enclenché, la question n'est plus de savoir si quelque chose va se produire. La question est quelle trajectoire va s'imposer en premier. À partir de là, l'histoire entre dans sa phase la plus instable. Parce que quand un rapport de force se fissure, il n'explose pas toujours immédiatement. Parfois, il dérive. Et ce sont ces dérives qui redessinent l'avenir. 2 trajectoires se dessinent clairement et elles sont déjà en mouvement. Première possibilité, Trump recule sans jamais l'admettre. Il atténue la rhétorique. Il cesse de parler de pouvoir d'urgence. Il présente cela comme une victoire stratégique. J'ai forcé le débat. Les sénateurs déclarent avoir défendu l'institution. Chacun sauve la face. En surface, le parti reste intact. Mais en profondeur, quelque chose est brisé. L'autorité de Trump n'est plus absolue, elle devient conditionnelle. Et une autorité conditionnelle n'intimide plus de la même façon. Deuxième trajectoire, plus lente, plus dangereuse. Trump continue d'attaquer, mais sans déclencher immédiatement une guerre totale de primaires. Les sénateurs tiennent leur ligne, sans aller jusqu'à une confrontation frontale. Le conflit s'étire, les déclarations s'accumulent, les silences deviennent plus lourds. Et chaque jour qui passe normalise l'idée que le président peut être publiquement défié par son propre camp. Remarquez ce détail crucial. Dans les 2 scénarios, Trump perd quelque chose qu'il n'a jamais perdu auparavant, le monopole de l'initiative. Il ne dicte plus seul le rythme, il réagit. Et quand un leader commence à réagir au lieu d'imposer, le centre de gravité s'est déjà déplacé. Les données internes qui ont fuité le confirment. Dans les États clés, le même candidat républicain gagne des points sans l'ombre de Trump et en perd dès que son nom apparaît. 6 points d'écart. 6 points qui décident une majorité. À partir de ce moment-là, chaque sénateur comprend que la prochaine décision ne se fera pas en fonction de la loyauté, mais de la survie. Et c'est là que l'incertitude devient totale. Parce que Trump n'a jamais été confronté à une résistance collective durable venant de l'intérieur. Son réflexe historique face à la pression est l'escalade. Mais cette fois, l'escalade vise son propre camp.
La prochaine étape ne dépend plus d'une déclaration publique. Elle dépend d'un choix que Trump n'a pas encore rendu visible. Reculer et accepter une perte d'emprise, ou frapper plus fort et risquer une rupture irréversible. Ce choix est en train de se former. Et quand il sera fait, il ne pourra plus être corrigé. Si l'on prend du recul, un fait domine tout le reste. Ce qui s'est produit cette semaine n'est pas une crise de tempérament. Ce n'est pas une polémique de plus. C'est le moment précis où un système de contrôle a cessé de fonctionner. Pendant des années, le pouvoir de Trump reposait sur une idée simple. Personne n'oserait s'opposer à lui en même temps. Cette idée vient de mourir. La révolte du Sénat ne tient pas au Groenland, ni au pouvoir d'urgence, ni même aux affaires judiciaires. Elle tient à une bascule froide du calcul politique. Le jour où rester loyal devient plus dangereux que résister, tout change. La peur cesse d'être un outil. Elle devient un handicap. Et c'est exactement ce que ces sénateurs ont compris presque simultanément. Voici la phrase qui résume tout ce que vous venez d'entendre. Trump a exigé l'obéissance totale. Le Sénat a choisi la survie institutionnelle. Et quand ces deux logiques entrent en collision, il n'y a pas de retour en arrière possible. La boucle est maintenant ouverte. Soit Trump accepte, pour la première fois, des limites imposées par son propre camp. Soit il choisit l'escalade maximale contre ses alliés, ses donateurs, ses institutions. Dans les deux cas, le Parti républicain ne reviendra pas à l'état d'avant. L'autorité sans partage est terminée. Ce qui vient ensuite sera plus lent, plus instable et beaucoup plus imprévisible. C'est cela que la plupart des analyses ratent. On ne vit pas un moment spectaculaire, on vit un moment structurel, un glissement discret mais irréversible dans l'équilibre du pouvoir américain. Et les conséquences ne se mesureront pas en heures, mais en mois. Si vous voulez comprendre ce qui se prépare réellement, pas ce qui fait du bruit, restez ici. Abonnez-vous, parce que la prochaine étape de cette histoire ne se jouera pas devant les caméras. Elle se jouera dans les décisions silencieuses qui suivent une rupture. Et maintenant que la peur a changé de camp, une seule question reste ouverte. Qui fera le prochain mouvement?